Merci, bonsoir. Alors, c'est vrai que j'ai proposé à Karel de venir parler du film, pas comme spécialiste de la SF, mais vraiment comme amoureux du film, parce que c'est un film que j'ai découvert alors que j'avais 11 ans, parce qu'en 79 j'avais 11 ans, et j'étais tombé complètement sous le charme de ce film, et je l'avais revu plein de fois, et puis après il m'a suivi quand j'ai grandi, et il me suit encore aujourd'hui. Je l'ai revu récemment au Festival des Intergalactiques à Lyon, cette année. Donc c'est à ce titre-là que je voulais, voilà, que j'ai vraiment pris plaisir à dire oui, à venir en parler. Alors, il y a plusieurs aspects du film que je voudrais évoquer rapidement avant qu'on le voie. D'abord, c'est 1979, c'est une année importante par rapport à la SF, puisque vous le savez, on sort des très très gros succès comme Rencontre du troisième type, évidemment Alien, bien entendu La Guerre des Étoiles en 77. Donc dès qu'on a un bon scénario, on est produit pour de la SF. Et donc la Warner produit ce film qui est réalisé par Nicolas Meyer. Et dans le petit programme, dans le livret pardon, des maudits films, c'est très bien dit qu'on a choisi Nicolas Meyer parce que l'histoire parlait d'un crossover entre Jack l'Éventreur et H.G. Wells, et qu'il avait déjà fait ça dans son écriture, et donc il était tout trouvé pour réaliser le film. Et effectivement, il a aussi, et ça c'est très bien dit, cette vision un peu sombre, un peu négative du futur, qui va donc constituer une des grandes qualités du film, c'est-à-dire la combinaison complètement réussie entre de l'humour, qui ne sont pas des gags, et c'est pour ça que le film est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est parsemé simplement de situations qui sont décalées et qui provoquent le rire, puisque évidemment on va jouer sur l'anachronisme, puisque le personnage vit au 19e siècle et qui se retrouve propulsé en 1979. En plus en Angleterre, et il passe aux États-Unis. Donc, combinaison réussie entre cet humour-là et effectivement cette vision qu'il a très sombre de l'avenir, et dont on parle dans le film. Alors, on va voir ce soir une version française. Moi, je n'ai jamais vu, je crois que je l'ai dû la voir une fois, j'ai vu la version originale sous-titrée une fois. Je suis un grand amoureux de la VF, de cette VF, donc vous y perdez rien à voir la VF ce soir. Ces films-là, de toute façon, à Lyon, dans les villes de France en 79, ne sortaient pas en version originale sous-titrée, il fallait être à Paris. Moi, j'ai le souvenir très très net qu'il n'y avait pas de VO du film à Lyon. Donc on allait les voir de toute façon en VF, et c'était surtout une époque, évidemment fin des années 70, début des années 80, c'est l'époque des grandes VF, c'est-à-dire on choisissait plutôt les sons des voix pour la voix française plutôt que l'accord parfait avec le personnage. Donc par exemple pour David Warner, puisque le film est encadré par trois grands acteurs, donc Malcolm McDowell, Mary Steenburgen et David Warner, vous allez entendre la voix de Jacques Thébault, par exemple, qui est une voix que vous allez immédiatement reconnaître, qui était la voix de Steve McQueen, et qui lui va parfaitement, qui colle parfaitement au personnage. Béatrice Delph, qui était aussi une grande doubleuse de voix, c'était la voix française de Diane Keaton. Vous allez reconnaître aussi sa voix, elle est immédiatement reconnaissable, et elle est parfaite pour le personnage de Mary Steenburgen. Donc c'est une très très bonne VF. Donc c'est aussi une des grandes qualités du film. Dans les premières séquences, on est donc à la fin du 19e siècle en Angleterre, et il y a un magnifique travail, je trouve, graphique, visuel, à la fois d'hommage, de reconstitution de la Londres victorienne qu'on aime tant dans le cinéma gothique, dans cette atmosphère embrumée de Londres, et en même temps un grand hommage de cinéma, d'un amoureux du cinéma, de cinéphile, à l'original, entre guillemets, puisqu'il semble commencer comme l'original, qui est La machine à explorer le temps de George Pal avec Rod Taylor. Et donc on a dans le graphisme de la machine, dans la construction de la machine, on a un magnifique hommage à la première machine qui était celle de la machine à explorer le temps, celle où on partait, vous savez, dans le futur, à la rencontre des Morlocks. Je ne sais pas si vous avez souvenir du film, vous ne les avez pas oubliés. Et donc cette machine que actionne Rod Taylor dans le film de George Pal, on a exactement ce même concept visuel et graphique, et ça c'est très très beau. Une des autres grandes qualités du film, c'est qu'il tient son scénario jusqu'à la fin.
c'est-à-dire que même dans le dernier carton final, il y a encore une explication, c'est-à-dire que c'est d'une méticulosité dans l'écriture, ce qui fait que c'est un film où on n'est jamais énervé parce qu'il n'y a rien qui nous énerve. Tout semble couler parfaitement dans l'écriture du scénario. Donc ça fait vraiment partie, je trouve, de ce qui est une des grandes qualités du film, avec, puisque c'est un voyage dans le temps, ce que moi personnellement j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire le respect de cette idée qu'on voyage dans le temps mais qu'on ne peut pas le changer. Je prends toujours cet exemple. Je fabrique une machine à remonter le temps pour aller tuer Hitler dans les années 30. Donc je remonte dans les années 30, je vais tuer Hitler. Donc Hitler est mort, donc il n'y a pas la Shoah, donc il n'y a pas le nazisme, donc pourquoi à mon époque je devrais inventer une machine à explorer le temps pour aller tuer Hitler? Puisque ça n'a jamais existé. Donc ce truc-là qui fait que pour certains films on l'a pas vraiment respecté, ici c'est respecté. C'est-à-dire qu'on voyage vraiment dans une quatrième dimension, dans un espace-temps où on ne peut pas changer on ne peut pas changer les choses. Et ça, je trouve que c'est une très très belle idée aussi dans le film. Ça je voulais le citer aussi, c'était le Grand Prix d'Avoriaz, le mythique festival d'Avoriaz. Alors je voulais juste rappeler, donc là je les ai notés parce que je ne voulais pas les oublier, mais je voulais noter qu'ils se sont quand même pas trop gourés à l'époque de C'était demain, puisqu'ils avaient récompensé dans les Grands Prix Duel, c'était le premier film, Soleil Vert, Phantom of the Paradise, Carrie, Elephant Man, Blue Velvet, Mad Max 2, Dark Crystal, Terminator, Faux Semblant. Tous ces films ont gagné le Grand Prix d'Avoriaz. Et du coup, ça m'a intrigué. J'ai fait un truc que j'avais jamais fait pour le film. J'ai été voir qui était le jury en 79 quand ils ont récompensé C'était demain. Et le président du jury était Sidney Pollack. Et alors les membres du jury, Antoine Blondin, donc écrivain, Claude Brasseur, Miss Me Farmer, Léo Ferré, Lewis Gilbert, réalisateur des 2 ou 3 James Bond avec Roger Moore, à peu près acceptable, notamment L'espion qui m'aimait, Alberto Sordi, Donald Sutherland et André Téchiné. Donc c'est quand même, quand j'étais surpris parce que j'avais jamais été me questionner là-dessus, et j'ai découvert ça donc cet après-midi. Voilà, donc je voulais aussi vous le dire. Et dernière chose, puis je vais vous laisser voir le film, ça que peu de spectateurs savent, et j'aime bien le raconter, c'est que vous allez assister en fait, et je pense que quand on le sait, c'est rien évidemment dévoilé, vous avez vu que je fais bien attention, pour ceux qui voient le film pour la première fois, de ne pas parler trop de l'histoire, laisser la découvrir. J'aime pas faire ça, moi j'adore voir un film et découvrir l'histoire, donc je ne veux rien dire. Par contre sur le tournage, vous allez assister, en fait, ça arrive tellement rarement que j'ai vraiment envie de le raconter, vous allez en fait assister à un putain de coup de foudre. C'est-à-dire que Malcolm McDowell était anglais, et les États-Unis, pour lui, c'était un autre pays, ça n'avait rien à voir avec sa culture, avec son mode de vie. Et en fait, il va monter aux États-Unis pour tourner le film, à San Francisco, et là, il rencontre Mary Steenburgen, et ils se voient pour la première fois. Et en fait, elle n'avait jamais fait de cinéma, elle avait tourné qu'un seul film avant C'était demain, c'était Going South, En route vers le sud, avec Jack Nicholson, qui était réalisé aussi par Jack Nicholson, un western comique qui avait été fait juste avant. Et en fait, Mary Steenburgen va tomber raide dingue de Malcolm McDowell. Mais raide dingue, c'est-à-dire que c'est un putain de coup de foudre, elle va tomber complètement sous le charme de ce mec, et ils vont vivre une histoire d'amour énorme pendant le film, et ils vont non seulement vivre une histoire d'amour, mais elle va l'épouser, ils vont vivre 10 ans ensemble, ils ont 2 enfants ensemble, et surtout, ce que Malcolm McDowell aime raconter, et qu'il n'imaginait pas, c'est-à-dire qu'il va quitter l'Angleterre pour aller vivre aux États-Unis avec Mary Steenburgen. Donc ça a été une grande histoire d'amour. Aujourd'hui encore, quand il parle d'elle, ils sont séparés, mais il a un très très grand respect pour elle. Il dit « Je n'accepte que personne aujourd'hui ne la critique. C'est une femme extraordinaire, c'était une femme d'une intelligence incroyable, ça a été l'amour de ma vie. » Il en parle vraiment, encore aujourd'hui, de manière complètement passionnée. Et je vous raconte ça pourquoi ? Parce que ça se voit dans le film, vous allez voir. Quand elle le regarde, quand il se regarde, ça se voit que le coup de foudre des 2 personnages sont en fait le coup de foudre des 2 acteurs. Voilà, ça arrive rarement et c'est très très beau et ça fait vraiment partie, quand on le sait, d'un des plaisirs de voir ce film. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Merci de votre attention. Merci.